Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du grand retour d'un journal gratuit culturel à Grenoble, du Vendée Globe, course mythique autour du monde qui se décline aussi en bande dessinée, et des solutions que l'on peut appliquer pour perdre du poids tout en restant en bonne santé. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Alexandre Chenet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes scénariste, auteur de cette BD Jamais renoncer aux éditions d'Argo, une BD qui nous plonge dans l'ambiance du Vendée Globe, célèbre course autour du monde à la voile. À côté de vous, Cédric Berthomier. Bonjour Cédric. Bonjour Thibault. C'est un habitué du plateau, un diététicien du sport qui va nous livrer sa méthode pour perdre du poids sans prendre trop de risques pour sa santé. En début d'année, ça fait souvent partie des bonnes résolutions. La santé et la ligne. Mais il faut que ça dure. Il faut que la ça dure. plupart des gens ils ont font la santé, mais après... c'est tout. Et souvent, ils ne passent pas à l'acte. Ils lâchent l'affaire. Voilà, et le but, c'est que ça devienne une routine. Bon, après cette séquence, je pense que ce sera rentré dans la tête des gens. On a avec nous également un autre duo, Renaud Goubet et Hugo Vérit. Bonjour à tous les deux. Bonjour, c'est bon. Vous êtes respectivement le directeur de la publication et le rédacteur en chef d'un nouveau journal qui s'appelle VRAC. Je l'ai ici, en format, il faut que je le mette à l'endroit, sinon ça va moins le faire. Nouveau journal qui traite de l'actualité culturelle grenobloise, disponible gratuitement dans de nombreux lieux de vie de l'agglomération. Ça me rappelle quelque chose, Renaud Goubet, ce petit descriptif. Moi aussi, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle effectivement un journal qui a disparu il y a près d'un an et demi maintenant, qui était un quinzomadaire, ex-hebdomadaire bien connu pour son apport culturel sur Grenoble. Donc ce média s'appelait Le Petit Bulletin, dont Hugo et moi faisions partie depuis quelques années, et d'où la logique du rappel. C'était une institution, Le Petit Bulletin, on peut le dire, plus de 30 ans d'existence. Là, on voit des images du numéro 1000, mais je crois qu'on était bien au-delà sur la dernière année d'existence du journal. Une institution qui, effectivement, a duré 30 ans. On a fêté les 30 ans avec une belle équipe et une belle soirée à la Belle Électrique en septembre 2023 exactement. Malheureusement, c'est une aventure et une institution qui s'est arrêtée à 30 ans et un mois, puisque ça s'est arrêté en octobre 2023, donc de cette même année. Tristement, un peu brutalement, puisque le dernier numéro n'a pas fait mention de ce l'arrêt. Vous ne le saviez pas au moment de sortir le dernier numéro, non, vous ne saviez pas que ça allait s'arrêter. On l'a su réellement le lendemain, quoi. Le lendemain du bouclage. Bon, effectivement, un petit peu. C'est brutalement pour tout le monde, y compris pour les Grenoblois et puis pour les gens qui font la culture depuis toujours à Grenoble. J'ai des images du dernier numéro, même si au moment où on distribuait ce numéro, on ne savait pas forcément que ce serait le dernier. Mais bon, ce sont des images un peu collector et puis qui rappellent le mode de distribution un peu particulier aussi, qui était assez novateur il y a une trentaine d'années, d'aller dans les lieux de vie. C'était jusqu'à 1000 points sur les grandes années, 1000 points de distribution sur Grenoble et l'Agglo, un peu moins sur la fin où le papier prenait de moins en moins de place du fait du digital, des réseaux sociaux et autres. On a fini sur quelque chose qui ressemblait à 550-600 points. Et on reproduit ce modèle qui était original peut-être à l'époque, mais qui a fait ses armes aussi, d'un réseau tissé de lieux culturels de sortie, comme du bar, du restaurant, de la boulangerie du coin pour le passage et son accessibilité. On ne réinvente pas la poudre avec VRAC, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, quoi. Vous étiez les lecteurs du Petit Bulletin, vous êtes dans la tranche d'âge des gens dans les années 90, 2000 à Grenoble. C'était l'institution qu'on attendait le mercredi matin. Oui, c'est vrai qu'il y avait même au lycée du Grisy-Audran, il me semble, non? Il y avait pas. Il est fort moi, probable, j'étais au lycée, c'est là-bas que
Oui. Dans les heures perdues à pas savoir quoi faire, ouais, je l'ai carrément lu. Nombreux sont les lecteurs qui étaient au lycée ou étudiants et qui ont pris le petit bulletin jeune et qui ont continué à le prendre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils étaient un peu moins jeunes, mais effectivement, c'était... Alors, le journal a disparu. Oui, Là, ça va être le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans des points de vente, des points de distribution, qui n'ont rien à voir avec la culture. Tu as parlé de la boulangerie ou ce genre de choses. Exactement. Ça va être le même. Oui, pour le lectorat de masse et puis pour l'accessibilité, le côté ouvert, effectivement. Nous, déjà de base, on tenait vraiment un journal gratuit. Et donc, un journal gratuit doit être diffusé en masse, je dirais, pour être visible notamment. Et du coup, effectivement, ça passe par la culture, mais ça peut être la culture de masse aussi, comme le commerce du coin, le commerce culturel, la boulangerie. La boulangerie est un axe idéal pour ça. Et après, les gens sont libres de prendre ou de ne pas prendre un journal qui les intéresse ou qui ne les intéresse pas. Et c'est toujours musique, théâtre. Il n'y a pas le cinéma. Alors, pas de spectacle bêtises. vivant, musique, expo, cinéma local uniquement, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui se passe à la Cinémathèque, les festivals locaux, ce qui va se passer, les séances spéciales par exemple au club, au Méliès, à Montciné, etc. Il y aura peut-être à un moment donné aussi un peu de littérature, il n'y en a pas dans ce numéro, mais on y réfléchit très sérieusement. Et puis sinon, ce sont aussi quelques bars et restos qu'on aime bien, peut-être d'ailleurs aussi d'autres types de commerces. Dans les prochains numéros, on va également y réfléchir. Et puis une rubrique aussi plutôt montagne qui s'appelle Bol d'air, voilà, c'est l'actualité, on va dire, de la montagne et hors Grenoble. De l'extérieur au sens large. Okay. VRAC, avec 2 A, ça veut dire quoi? Alors il y a l'art et il y a l'apéro. Ah Petit A pourrait sous-entendre l'apéro, effectivement. Ouais. On ne sait pas si c'est le petit ou si c'est le grand, en fait. C'est vrai qu'on voulait, on voulait à la fois parler de culture, mais on voulait quand même ne pas laisser sur la touche tout ce qui se passe en termes de bars et de restaurants, où il se passe plein de choses, quoi. Voilà. Alors, tous les deux, vous allez travailler au Petit Bulletin. Renaud, pratiquement depuis les débuts, en tout cas, très À la belle époque, de longue date. On n'était pas chauffé, Thibault. Voilà, tout à fait, parce que moi aussi, j'ai travaillé au Petit Bulletin pour ne rien cacher aux téléspectateurs. C'était effectivement avant la télé. À l'heure du numérique, des réseaux sociaux, ça peut paraître surprenant de relancer un gratuit papier, Hugo. En fait, ça, c'est tout le paradoxe. Moi, avant de lancer ce vrac, j'ai quand même fait le tour déjà des institutions culturelles pour savoir ce qu'elles en pensaient, si ce qui les intéressait plutôt aujourd'hui, justement, c'était plutôt le numérique. Et puis pas tellement, en fait, finalement. L'idée d'un magazine papier... les gens se rendent compte qu'ils sont très très attachés, quoi. Ils aiment quand même avoir quelque chose dans la main, et puis je crois quand même qu'on a tout le temps notre téléphone aussi dans la main, et que ça fait du bien de temps en temps d'avoir quelque chose de solide, de tangible. Et puis on voit aussi que de toute façon les livres n'ont pas disparu alors que certains annonçaient leur disparition. Je pense qu'il en sera de même, à mon avis, pour la presse. Le modèle économique va rester le même. C'était un gratuit, le Petit Bulletin qui était financé par la publicité. Vous êtes sur le même type de fonctionnement? Eh bien, malheureusement, oui. Oui, c'est un modèle qui est assez proche. On parlait à l'instant du côté papier. Effectivement, c'est un paradoxe. On n'est pas un paradoxe près non plus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le papier, qui peut paraître un produit d'hier, ne l'est pas du tout. C'est une vraie demande des lecteurs, d'une part, et c'est aussi une vraie demande des annonceurs, puisqu'on parle de données économiques. Aujourd'hui, pour pérenniser un projet comme le nôtre, qui est plus qu'un projet aujourd'hui, faire fi du papier, c'est pas possible. Donc, c'est une donnée obligatoire, et en plus, c'est une donnée à laquelle on tient, donc la question ne se pose pas. Et ça fonctionne très bien. On a vu aussi qu'à la fin du Petit Bulletin, moi, en tout cas, c'est une sensation que j'ai eue. Il y a pas mal de salles, grosses salles, qu'on ne voyait plus du tout dans la rue, qui sont réinvesties dans l'affichage de rue, papier. Tout à fait, oui. Et celles qui ne l'ont pas fait,
Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'y passe. Donc elles sont certainement sur Internet, mais encore faut-il sur Internet tomber dessus, etc. Exactement. Donc en tout cas, le papier, c'est sûr pour ce genre de choses, c'est hyper important, quoi. Longue vie au papier. Le papier a beaucoup de sens en local, en fait. Ça, c'est sûr. Et en gratuit en particulier. Surtout dans une petite ville comme Grenoble, quoi. Vous avez réussi à reconstituer le même réseau de distribution, parce que c'était aussi là une des forces du petit bulletin, d'avoir des points près de chez soi, ouverts régulièrement, dans lesquels on pouvait récupérer le journal. On veut continuer évidemment à avoir cette force. Il faut bien comprendre que le premier numéro est sorti il y a une semaine, qu'on réinvestit le terrain avec une équipe qui est ultra réduite, puisque vous avez... 100% presque des permanents, en tout cas. Des permanents. Bien évidemment, l'équipe est bien plus large que les 2 permanents qui sont face à vous. On a une équipe de rédaction, une équipe à tout niveau, et notamment de distributeurs qui sont des prestataires extérieurs, mais qu'on connaît bien. Et effectivement, il faut en faire une force, garder cette force-là. Mais c'est un réseau que je connaissais moi très très bien. Et à l'horizon des 2-3 numéros qui vont arriver, encore une fois, toute raison gardée, ce réseau va se retisser et se recréer sans l'ombre d'un doute, quoi. Vous ne l'avez pas écrit tout seul, hein, Hugo, même si vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef du journal, il y a déjà une dizaine de collaborateurs qui ont apporté leur touche à ce premier numéro. Tout à fait. Non, je ne pourrais pas l'écrire tout seul, même si j'en ai écrit une partie quand même. Donc il y a 8 pigistes qui ont participé à ce numéro, qui sont pour une bonne part des anciens aussi du petit bulletin, et puis aussi des nouvelles recrues. Ça me tenait moi vraiment à cœur de recréer un journal aussi pour que certaines plumes du petit bulletin puissent retrouver cet espace d'expression. Donc voilà, je suis vraiment très content en fait, de les lire de nouveau dans mon journal. Bon, les amateurs du PB, les nostalgiques du petit bulletin vont pouvoir retrouver pas mal de codes quand même du journal dans ce premier numéro de VRAC mensuel. La maquette a été complètement refaite. Oui, mais il y a l'agenda, il y a les pages culturelles, il y a l'édito aussi. Oui, comme dans tout journal qui se respecte. C'est un avis personnel, mais j'aime beaucoup votre logo en tout cas. Merci, c'est un graphiste qui parle. Hein. Remercier notre graphiste. Lou Reichling, qui est à l'origine de ce logo. Bravo. Longue vie à VRAC, hein, qui n'en est qu'au numéro 1. J'espère que vous irez aussi loin que Feu Petit Bulletin. 30 ans, c'est long quand même. C'est long, mais bon, il faut se donner de l'ambition. Bon, on reste dans l'univers du papier. Ça tombe bien avec une BD qui va nous faire voyager sur les océans du globe. Avec Alexandre Chenet, qui est donc graphiste grenoblois et auteur avec Renaud Garetta de cette BD Jamais renoncé, éditée chez Dargaud, une grande maison d'édition de bande dessinée notamment. Une BD qui nous plonge dans l'ambiance du Vendée Globe. Alors c'est la course à la voile autour du monde en solitaire, hein, une course mythique qui revient tous les 4 ans. Comment un Grenoblois qui vit au milieu des montagnes s'est retrouvé engagé dans cette aventure, même si ce n'est qu'à travers une BD? Alors déjà, je ne suis pas Grenoblois d'origine. Ah voilà, ça vient je suis parisien, mais pourquoi un Parisien se retrouve dans une histoire qui débute en Vendée, donc le Vendée Globe part, voilà. Non, moi, depuis que je suis petit, mes parents m'emmènent naviguer, etc. Après, j'ai complètement quitté la mer pour aller vers la montagne. J'ai découvert la montagne, j'avais 14-15 ans, un truc comme ça. Plateau du Vercors d'ailleurs, première fois que je voyais la montagne, c'était là, quoi. Et ça m'a complètement emporté. Après, j'ai fait des expéditions, notamment en kayak du côté du Cap Horn, en Patagonie, ce genre de choses. En solitude, 3 mois par exemple dans un kayak, ce genre de... Voilà. Et à un moment, Renaud Garetta, qui est dessinateur de bande dessinée, auteur de bande dessinée, m'a demandé est-ce que tu as envie de scénariser un album sur le Vendée Globe. Lui, il voulait dessiner ses bateaux, il voulait dessiner la mer, mais après, quoi raconter? Et donc ça, c'était en 2010, enfin en tout cas, c'était suite à l'édition 2008, qui avait été assez incroyable, avec Michel Desjoyaux qui gagne pour la 2e fois le Vendée Globe. Et donc Renaud et moi, on s'est mis à bosser, et par là, je suis devenu scénariste de bande dessinée. Et j'ai écrit sur ce sujet depuis donc la première BD, qui était celle-ci, est sortie en 2012. Ça, c'était le premier album qu'on avait fait. Depuis tous les 4 ans, on en a sorti une sur le Vendée Globe, et on en a encore sorti une autre sur la voile qui n'est pas sur le Vendée Globe. Et Renaud, lui,
dessine encore d'autres albums et moi j'écris encore d'autres albums aussi. Voilà, donc aujourd'hui moi je suis scénariste de bande dessinée et il s'avère qu'en plus de ça, je suis graphiste spécialisé notamment dans le livre. On voit les couvertures, la 2012, 2016, 2020, et puis la dernière en 2024. Vous parliez de votre rapport à la mer, à l'océan. Vous êtes marin également. Enfin, vous avez navigué, même si peut-être que maintenant que vous êtes à Grenoble, c'est un peu moins fréquent. Vous avez franchi le Cap Horn, ce qui est un peu l'Everest pour tous les marins. Alors, c'est toujours compliqué de parler montagne et mer, parce que souvent, les marins parlent de montagne, mais sans vraiment la connaître, et les montagnards parlent de mer sans vraiment la connaître. Alors, ça, voilà. Ça, c'est la montagne du Cap Horn qu'on voit sur ces images. Voilà, exactement. Alors, passer le Cap Horn, c'est pas forcément compliqué, d'une part. Et puis, certains ou certaines vont vous dire le Cap Horn, c'est traverser tout le Pacifique. Passer le Cap Horn, remonter l'Atlantique, là, vous êtes Cap Hornier. Il y en a qui vont vous dire dès que vous avez vu le caillou, vous êtes Cap Hornier. Voilà. Moi, typiquement, je partais pour l'Antarctique quand j'étais là sur un bateau. On était 4 sur un bateau à voile. Et donc, là, les images que vous venez de voir, elles sont filmées, c'est effectivement le Cap Horn, mais c'est depuis un bateau en direction de l'Antarctique. Donc moi, j'ai pas traversé le Pacifique, mais j'ai pas mal navigué par là-bas, côté Patagonie chilienne, voilà. Bon, donc c'est un univers que vous connaissez. Le Vendée Globe, c'est vraiment l'élite, on va dire, des marins de compétition en tout cas. Vous racontez dans cette BD le Vendée Globe précédent, 2020. La BD est sortie avec 4 ans de retard. C'est que vous êtes un petit peu lent à la détente. C'est parce que déjà, à prendre un peu de recul, c'est pas mal pour comprendre ce qui s'est passé. Pas être juste dans le show. Et puis la sortir avant l'édition, commercialement, c'est pas bête non plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a des lecteurs et lectrices qui me disent « Ah, c'est dingue ce qui est en train de se passer maintenant ». Donc par exemple l'édition 2024, c'est exactement ce que tu racontes dans ton album sur 2020 ou sur 2012 ou sur 2008, etc. etc. Parce que les choses se repassent toujours un petit peu différemment et c'est ça qui refait à chaque fois la magie, c'est qu'on croit connaître et en fait on ne connaît jamais, même si les choses se répètent. C'est un compte-rendu assez fidèle de ce qui s'est passé en 2020 ? En 2020, là, c'est vraiment, c'est fidèle. Après, nous avons fait des choix, donc on ne raconte pas tout. Ce serait beaucoup trop, quoi. Et on essaye aussi de donner pas mal de clés aux lecteurs et lectrices pour comprendre ce qu'est le Vendée Globe aujourd'hui. Le Vendée Globe d'aujourd'hui, c'est pas celui de 89, c'est pas la première circumnavigation en compétition en 68, qui n'était pas le Vendée Globe, mais la première compétition autour du monde, 68. Et donc, on essaye de replacer là où on est aujourd'hui. Donc de démythifier d'un côté le Vendée Globe, mais je dirais le remythifier, je ne sais pas si c'est très français, mais sur des bases d'aujourd'hui, c'est-à-dire une technologie complètement dingue, des écuries de course, une idée de solitude qui n'existe quasiment plus. Solitaire, oui, mais solitude, non. Alors que les premières éditions, il y avait aussi la solitude en jeu. Ah, il y a les réseaux sociaux qui sont passés par là aussi. Il y a ça, et puis ils sont connectés en permanence. Ouais. On dit sans assistance. À une époque, le sans assistance, c'était facile à comprendre. Aujourd'hui, le sans assistance du Vendée Globe, il faut être quand même sacrément doué pour comprendre ce que ça veut dire. Alors bon, moi, je suis ça depuis des années, je décortique le truc. Voilà, on essaye d'expliquer tout ce que ça veut dire. Un Charlie Dalin ou un Johan Richomme, pour citer les 2 premiers là, qui sont arrivés, j'aimerais bien savoir combien de temps ils n'ont pas été en contact avec la Terre pendant toute leur navigation. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile aujourd'hui. Parce qu'en contrepartie, c'est 1000 fois plus compliqué sur plein d'autres secteurs du jeu, quoi. Voilà. Alors, l'édition 2020, puisque c'est celle qui est retracée dans cette BD qui est sortie il y a quelques semaines, elle a été pleine de rebondissements, peut-être même plus que ce qu'un bon scénariste aurait pu imaginer à la base. Alors, voilà une anecdote. On est en 2012, un petit peu avant 2012, donc sur la première bande dessinée que j'écris. Je m'inspire beaucoup de mon vécu en mer, etc. Parce que je connaissais encore peu de gens qui faisaient le Vendée Globe. Depuis, j'ai rencontré pas mal de marins. Je crois que c'est Isabelle Autissier. C'est Isabelle Autissier, je fais lire la BD à Isabelle Autissier, qui lit l'album et qui me dit ton marin, quand même, il vit beaucoup de choses, quoi. Enfin, c'est un peu trop dense, la BD. Ouais. Je lui dis ok, d'accord, pas de souci. Je reprends son Vendée Globe à elle uniquement. Je dis alors ça. Et à la fin, elle me dit ouais, t'en as pas mis assez dans ta BD. Bon, c'est vrai qu'en 2020, pour ceux qui ont suivi cette course, déjà le premier à franchir la ligne, c'est pas celui qui a gagné la course, ce qui est quand même assez insolite. Le grand truc insolite de 2020, c'est que tous les pronostics se sont cassés la figure parce que la météo n'a pas du tout été celle attendue. Alors ça fait un appel direct à ce qui se passe, nous, dans nos quotidiens, quoi. On voit bien qu'aujourd'hui, la météo n'est jamais celle qu'on attend. En hiver, il fait chaud, en été, il fait froid, etc., etc. C'est ce qui s'est passé sur le Vendée Globe, à des échelles beaucoup plus importantes. Et donc, ça a entraîné notamment que tout ce qui avait été imaginé dans la construction des bateaux et dans plein de choses n'a pas fonctionné.
Donc ça, c'était hyper intéressant d'analyser qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi. On avait un crash industriel devant nous, en direct. Qu'est-ce qui se passe, quoi, voilà. Et résultat, ce n'est pas le premier qui est premier, puisqu'il y a une histoire de compensation, etc., etc. Mais surtout, ça veut dire que normalement, le premier aurait dû aller beaucoup plus vite. C'est un des rares Vendée Globe, non, c'était le deuxième dans l'histoire du Vendée Globe de mémoire, où le premier n'a pas battu le record de l'épreuve. Alors que là, en 2024, on a un Vendée Globe qui coche toutes les cases de ce qu'on attendait. Qui est dans les normes. Exactement. Donc là, il y a même eu un rattrapage par rapport à 2020. C'est-à-dire que Charlie Dalin arrive 10 jours avant. On voit qu'en moyenne, le record de vitesse à chaque épreuve gagne 5 jours. Ballet en a gagné 10 par rapport à 2016. Et donc, il a bien rattrapé 2020. Donc là, on revient exactement dans ce qu'on peut attendre techniquement du Vendée Globe. Et ça a été passionnant. Enfin, ils ont été complètement tarés au niveau sportif sur cette édition. Alors, en 2020, il y a eu la météo, puis il y a eu aussi les aléas de course, et dont un naufrage très médiatisé à l'époque. Vous le retracez d'ailleurs dans la BD, ce naufrage, celui de Kevin Escoffier, qui va être récupéré par un autre concurrent, Jean Le Cam, au bout de quelques temps, isolé comme ça dans les mers du Sud. Ouais, ça c'est une histoire, pareil, là typiquement des lecteurs et des lectrices m'ont dit en 2020, qui lisaient l'album qu'on avait sorti en 2016, mais c'est marrant en fait, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé dans le Vendée Globe, il y a déjà eu notamment des morts. Alors là, heureusement, il n'y en a pas eu depuis de nombreuses éditions, et en 2020, Kevin Escoffier a été secouru. Donc génial, voilà quoi. Et tout ça, en fait, quand on va dans des endroits comme ça, déjà il y a un vrai risque, et puis ce sont des gens qui partent sur des bateaux qui essayent toujours d'être à la limite. En gros, ils essayent toujours d'aller plus vite et donc de pousser les curseurs au maximum. Et là, par exemple, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un marin avec de la bouteille, qui n'a pas fait le Vendée Globe, mais avec de la bouteille. Il dit c'est incroyable, tout le monde là, les Charlie Dalin et Johan Richomme arrivent avec des bateaux qui sont en super bon état. En général, ils arrivent en lambeaux. On ne part pas avec. Et en super bon état. Une des conclusions de ce marin de l'extérieur a dit peut-être qu'ils n'ont pas assez poussé. Puisque c'est des bateaux qui sont faits pour être détruits en fait, quoi. On va à la limite. Kevin Escoffier, le bateau a carrément est plié en deux, cassé intégralement, ce qui est rare, voire ce qui n'arrive jamais. Pourquoi ? Moi, j'ai pas l'explication et je sais pas si l'équipe de Kevin Escoffier a eu l'explication depuis. Puisque voilà, c'est des prototypes. Lui, on ne l'a pas retrouvé, il est au fond des mers. Le bateau au fond de la mer. Là, on voit la récupération de Kevin Escoffier, qui avait été récupéré d'abord par Jean Le Cam et qui avait ensuite atterri avec la marine française sur un bateau qui croisait dans le secteur et qui dit au revoir à son copain Jean Le Cam, qui va lui reprendre la course, qui finira 8e, mais 4e au classement, puisque quand on sauve un concurrent, même si c'est censé être en solitaire, on a le droit de porter secours, on a même le devoir, l'obligation. On récupère un peu de temps. Il y a des compensations qui sont calculées par un jury, qui ont un boulot extrêmement compliqué, parce que comment calculer ces compensations, c'est hyper compliqué. Et puis en plus, ils ont un délai pour donner, ils ne vont pas donner les compensations une fois que la course est finie, ça serait un peu compliqué à comprendre, quoi. Et c'est ça qui fait que le premier n'a pas été, donc qui était Charlie Dalin, déjà sur la ligne, n'a pas été classé premier, que Jean Le Cam qui est arrivé 8e est donc classé 4e. Et pour l'histoire, Jean Le Cam est à nouveau en 2024 en course. Là, il est en mer. Là. Il n'a pas fini encore. Voilà, il est encore en mer. Même si le Vendée Globe connaît déjà son vainqueur, c'était le 14 janvier avec la victoire de Charlie Dalin, qui cette fois, donc pour la deuxième fois, a passé la ligne en tête, mais pour la première fois a remporté l'épreuve en battant le record d'ailleurs. De plus de 9 jours, je crois. Une petite dizaine, je sais plus de jours. Ouais. On voit là les images de son arrivée au Sable d'Olonne, avec beaucoup d'émotions, mais le côté solitaire saute pas aux yeux non plus sur ces dernières images. Non, c'est... Alors, il faut comprendre... Pour comprendre le Vendée Globe, il faut comprendre une chose. Vous avez dit que c'est les meilleurs marins du monde, parmi les meilleurs marins du monde, en tout cas, parce qu'il y a... Voilà. Il faut comprendre qu'on juge ces marins, non pas sur ce qu'ils font en mer, mais sur ce qu'ils font en mer et à terre. C'est-à-dire que comment ils ont pensé leur bateau. Là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la manière dont a pensé son bateau Charlie Dalin, ça a été une masterclass. Voilà. Il l'a pensé de manière extrêmement intelligente. Il a fait une analyse prédictive de la météo de manière assez incroyable. Et tout ce qu'il avait prévu a fonctionné. Donc là, vraiment, c'est le meilleur et sur terre et sur mer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, oui, est-ce que c'est le meilleur en termes de navigation en solitude ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a certains marins actuellement sur le Vendée Globe qui sont connus, et leur équipe le disent, pour ne quasiment pas communiquer. Ils communiquent juste
ce qui est obligé pour la communication. Enfin, ils ont des obligations vis-à-vis de la course. Mais si il n'y avait pas d'obligation, on n'entendrait peut-être pas parler d'eux. Ils sont très bien en mer, ils ne veulent pas parler. Ils sont extrêmement rares, ces marins. Extrêmement rares. Et ça, en fait, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu un grand tournant. Michel Desjoyaux, en 2000, dit... moi, heureusement qu'il y avait téléphone satellite, parce que sinon, d'une part, je me faisais chier. Je reprends ses paroles. Hein, il m'a dit je me faisais chier. des moments. Et lui, la solitude, il a dit moi, j'aurais vraiment du mal à la supporter. Voilà, est-ce que le Vendée Globe est la course ultime? On pourrait dire, bah tiens, rajoutons au Vendée Globe qui vont y aller réellement en solitude. Moi, je trouve ça très intéressant, cette notion de solitude. Moi, ce que j'ai fait en expédition, c'était en solitude, ça m'a beaucoup intéressé. Eux, la compétition a décidé que ça n'était pas important, très bien, enfin, aucun problème, on fixe les règles du jeu. Voilà, la solitude ne fait pas partie des règles du jeu du Vendée Globe. Bon, une édition aussi normale pour un scénariste, c'est un peu frustrant, il n'y a même pas un petit naufrage à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que vous allez raconter dans 4 ans pour revenir sur ce Vendée Globe 2024? Bon, déjà, je verrai si je reviens dans 4 ans avec Renaud. À chaque fois avec Renaud, on se dit, bon, là, on a tout dit, on plie bagage, en gros. Déjà une bonne série, et puis finalement, on y retourne parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Justement, essayer de comprendre ce que signifie la victoire de Charlie Dalin, ce que signifie la place de seconde Johan Richomme, celle de 3e de Sébastien Simon, qui est aussi hallucinant, mais aussi plein d'autres. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, quand on est néophyte de la voile et qu'on regarde, il y a plein de choses qui nous enchantent. Moi, je lis des choses, Violette d'Orange, dont on parle énormément comme skippeuse, qui est donc sur le Vendée Globe, qui est la plus jeune qui fait le Vendée Globe, totalement incroyable. Elle a réussi notamment aussi une communication sur les réseaux sociaux assez incroyable, et elle a une communauté qui la suit qui est dingue. Mais sa communauté dit « Oh, Violette aurait dû gagner, elle le mérite amplement ». Ben non, Violette, évidemment, ne va pas gagner, ne doit pas gagner, et il suffit de lui demander, elle va dire, mais vous êtes taré, bien sûr, j'ai un vieux bateau, je suis jeune, j'ai pas encore le niveau, etc. C'est hyper normal qu'elle ne gagne pas, et ça n'enlève rien à la qualité de ce qu'elle fait. Ben, nous, notre travail avec Renaud, on essaye, avec du loisir, on espère que quand on lit l'album, on passe un bon moment avant tout, mais d'essayer de comprendre tout ça. Pourquoi ce que fait Violette d'Orange est incroyable et que c'est tout à fait normal qu'elle n'arrive pas première. Et c'est juste qu'elle ne fait pas la même course, elle n'est pas du tout dans la même dimension que les premiers, par exemple. Peut-être qu'un jour, elle arrivera à cette dimension et je lui souhaite, et voilà. On la retrouvera dans la potentielle BD 2028, Violette d'Orange. Si elle a un sponsor, etc. Il y a beaucoup de si pour y arriver. Non, mais dans la BD. Peut-être pas sur l'épreuve, mais dans la BD. Puisque la BD aura 4 ans de décalage, forcément, vous reviendrez sur son parcours au sein de cette édition 2024. Vous avez d'autres projets d'ici là? Parce qu'une BD tous les 4 ans, c'est un rythme un peu de... Comment dire, presque de chômeur, j'ai envie de dire. Alors d'une part, je ne fais pas que ça, mais ça prend beaucoup de temps à écrire. Et oui, il y a d'autres albums qui vont sortir, notamment un western en 2026, printemps 2026, alors qui fera 250 pages, qui est avec un autre dessinateur qui s'appelle Loïc Sécheresse. Et ça sera aux éditions Casterman. Et Renaud aussi, j'en profite, il n'est pas là avec moi, mais Renaud aussi a pas mal de choses qui vont sortir prochainement. Voilà. Très bien. Eh ben, merci de nous avoir plongé un instant dans cet univers qui est un peu loin de nos montagnes, mais qui sent bon également. Les marins passent régulièrement à Grenoble, parce que pour s'entraîner, ils vont en montagne. C'est vrai que la mer et la montagne, il y a souvent beaucoup de passerelles. Et d'ailleurs, l'alimentation est un facteur clé de réussite dans la course au large et dans ce type de compétition. Et ça tombe bien, puisqu'on va finir cette émission en parlant de diététique. Avec Cédric Berthomier, diététicien du sport, moniteur de ski aussi, pas de voile, non Si, en loisir. Ah ouais. Un petit dériveur et un peu de foil. Voilà, je sentais que Cédric approuvait un peu les paroles d'Alexandre, donc je me suis dit, bon, ça doit lui parler, le Vendée Globe. Ça reste la glisse, hein, comme on dit. Ça reste la glisse, effectivement, sur de l'eau solide ou liquide, ça reste de la glisse. Alors, chaque début de nouvelle année, alors tous les 4 ans, c'est l'arrivée du Vendée Globe, mais tous les ans, c'est le moment des bonnes résolutions. On souhaite une bonne santé, puis on se fixe des objectifs, comme celui, par exemple, de maigrir ou de retrouver une hygiène de vie un peu meilleure pour l'été notamment. Il y a d'ailleurs des grandes campagnes de promo souvent cette période pour les régimes tout faits, pour les repas minceurs, etc. Qu'est-ce qu'en pense le diététicien de toute cette com autour de ce phénomène? Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est qu'un moment de l'année et au final, faire un effort juste au début de l'année et reprendre toutes ces mauvaises habitudes au cours de l'année, ça devient, c'est pas productif. Alors que faire moins d'efforts, mais répartir sur une année, ça serait bien plus simple à avaler et les bonnes habitudes deviendraient des routines sans même faire d'efforts.
Donc tout changer dans beaucoup de choses, dès qu'on change une organisation, un entraînement sportif, n'importe quoi, du jour au lendemain, ça ne tient jamais, c'est pas possible. Donc l'avantage, c'est si vous bougez, vous modifiez une par une et vous prenez le temps, la plupart du temps, ces nouvelles habitudes deviennent des routines et il n'y a plus aucun effort. Donc tout ce tapage est clairement commercial, on ne va pas se le mentir. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez de ces régimes qu'on nous vend sans rien faire, on boit une lotion puis on va perdre du poids Souvent c'est éphémère et puis c'est un écran de fumée parce qu'on se dit ouais je fais du bien, mais du moment qu'on arrête, la plupart du temps on reprend En fait on n'a pas été éduqué à l'après-régime, si on peut dire. J'aime déjà pas ce terme, l'après-régime. Et en plus, c'est des régimes qui sont tellement loin d'une alimentation normale et pour laquelle on est génétiquement programmé. Il faut savoir que l'homme est le seul mammifère déjà à se masturber l'esprit de comment il doit manger, à en tirer des études. Ah, mais il faut manger ci, il faut manger ça. Donc ça, je trouve ça aussi un peu presque un peu navrant de dire, sur le papier, on est quand même le mammifère le plus intelligent sur Terre. On ne sait pas manger, on pollue, on détruit la planète. Il y a certaines choses qui se recoupent quand même, parce que souvent, je m'aperçois que les gens souvent qui mangent des fois pas très bien, en fait, ils ne savent même plus les saisons des fruits et légumes. Alors, vous venez de lancer un site internet pour dire adieu justement à ces régimes qui ne marchent pas et pour essayer de donner la bonne méthode pour s'inscrire dans le long terme. Ça s'appelle medfasting.com. C'est ça. C'est de l'anglais en partie, ouais. Alors, je ne suis pas tout seul. C'est à la base, c'est l'initiative d'un gastro-entérologue franco-suisse. Et je suis tombé une fois sur une de ses publications. Et du coup, je l'ai appelé s'il avait besoin de moi. Et voilà. Donc, le projet est initié par Guillaume Bonneau, donc gastro-entérologue. Moi, je suis la partie diététicien. On travaille avec aussi une coach qui est dans l'équipe pour la gestion des émotions. Parce que la gestion des émotions est très importante dans la prise alimentaire, quelle qu'elle soit. Donc, dès qu'on a des émotions souvent qui sont plutôt stables, la plupart du temps, on ne se sent pas obligé, on se sent attiré à forcément remanger ou manger des mauvaises choses. Donc maintenant, perdre du poids sur le long terme, juste avec de l'alimentation, il faut oublier, ça marche quasiment plus. Il faut, si on peut dire, un soutien ou un accompagnement au niveau psychique ou cognitif, pas cognitif, mais émotionnel. Et la réussite est bien plus élevée. Donc déjà ça, on est sur vraiment ce qu'on appelle une prise en charge globale ou holistique, d'accord ? Donc l'alimentation, les émotions, la qualité du sommeil et une activité également. On donne des recommandations sur une activité. Donc l'activité, c'est pas activité sportive parce qu'on pense tout de suite que dès qu'il faut perdre du poids, faut soulever de la fonte, transpirer. Non, c'est simplement plus marcher. Au lieu de prendre sa voiture, on marche. Des choses toutes simples. Ça reste déjà une activité qui est déjà hyper bénéfique pour le corps de manière globale. Donc, effectivement, med fasting, c'est le nom anglais de jeûne intermittent. Et med, on peut dire médical, tout simplement parce que Guillaume, donc le médecin, s'occupe lui de toutes les recherches médicales sur ce point-là. Et Méditerranée, voilà, pour l'alimentation méditerranéenne, parce que la base, c'est la restriction calorique, ce qu'on appelle le jeûne intermittent également, l'alimentation méditerranéenne et la restriction calorique. Donc ça, c'est les trois piliers vraiment qui sont les seuls actuellement scientifiquement prouvés sur une perte de poids donc qui tient, mais surtout une perte de poids qui respecte le corps en termes de carence, enfin en termes de couverture et en termes de prévention de vieillissement. Parce que si vous perdez du poids, mais que vous avez les joues comme ça et que vous êtes carencé comme jamais et hyper fatigué, c'est clair et net que vous n'allez jamais tenir. Donc, nous, le but, c'est, en guillemets, que... Perdre du poids en bonne santé. Perdre du poids en bonne santé et que ça soit, si on peut dire, même si j'aime pas, le dernier régime de votre vie. Le jeûne intermittent, comment ça fonctionne ? Alors, le jeûne intermittent, c'est souvent, les gens connaissent un peu, c'est ce qu'on appelle le 16-18. Donc, pendant 16 heures, on ne mange pas. Et après, pendant 8 heures, vous avez une période de tir où vous pouvez manger. D'accord ? Et nous, dans ce cadre de ce programme-là, parce qu'en fait, c'est un programme d'accompagnement où, en fait, c'est moi qui ai fait toute la production. C'est-à-dire, j'ai fait des vidéos sur un mois. Tous les jours, j'ai une vidéo explicative qui vous explique ce qu'il faut faire aujourd'hui et surtout qui vous éduque. Comment manger, comment choisir ses aliments, comment éventuellement les cuisiner. Vous avez des listes de courses, c'est ultra, ça vous prend par la main. Et le but, c'est que ça vous éduque. Voilà, c'est que quand vous arrêtez après, vous savez ce qu'il faut faire et c'est pas, je me retrouve tout seul et je suis au supermarché, je sais plus quoi faire. D'accord ?
le régime méditerranéen? Parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Moi, Alors, alimentation méditerranéenne. Alimentation voilà, méditerranéenne. régime, non, c'est toujours dans l'inconscient, c'est Ouais, la restriction. C'est la restriction. L'alimentation méditerranéenne, c'est quoi? Eh ben, l'alimentation méditerranéenne, en gros, c'est l'alimentation du pourtour méditerranéen qui est vraiment la plus reconnue. Je reviens là sur la partie scientifique d'un point de vue préservation de la santé, la longévité, voilà, le terme sur la longévité. Donc voilà, on en est de plus en plus loin avec les plats tout faits, la junk food et tout ça. Mais l'alimentation, s'il n'y en avait qu'une à avoir pour bien vieillir, parce que vieillir et être, on va dire, sous perfusion de médicaments ou de choses synthétiques pour vous maintenir en vie, je sais pas si c'est réellement une avancée médicale. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Donc, bien vieillir, c'est l'alimentation, évidemment, un pilier très important. Bon, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Voilà, fruits, légumes. Moins de viande. Moins de viande et des viandes de ce qu'on appelle de petite taille, donc plutôt du poulet. Parce que au même titre que les poissons, dès que vous prenez une viande qui a vécu, donc, par exemple du bœuf, qui a vécu plus longtemps qu'un poulet et qui mange plus, eh ben, accumule des toxines. Donc dès que vous prenez une viande qui a moins vécu longtemps et qui a moins mangé en quantité, comme malheureusement partout sur Terre il y a de la pollution, eh ben, elle accumule moins de polluants et on accumule par ce fait moins de polluants. Donc fruits et légumes, bonne graisse. Végétarien, c'est pas mal aussi. Ouais. Ça fonctionne. Et la réduction calorifique, là, le troisième pilier, ça consiste en quoi En fait, on s'aperçoit que la restriction. Restriction. J'ai jamais le bon terme. En fait, moins vous mangez. L'alimentation n'est pas le régime, Ouais. la restriction n'est pas la réduction. En fait, la restriction, c'est. Nous, on a fait un mélange. C'est-à-dire que dans le 16-18. 16-8, pardon, excusez-moi. Dans le 8, nous, on fait les études les plus précises qui montrent vraiment la perte de poids sur la longévité et durable, c'est sur un champ de tir de 2 heures. Parce que si pendant 16 heures, vous ne mangez pas sur la journée, mais après la nuit, vous mangez toute la nuit à grignoter, on va dire... Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Donc le champ de tir de 2 heures, en gros c'est le soir, hein, le plus simplement, eh ben, on s'aperçoit que les résultats sont plus élevés. Et à partir de ça, comme vous mangez un peu moins, vous allez moins manger. Et donc, presque naturellement, vous allez avoir une restriction naturelle de votre corps qui va s'autoréguler. Il faut savoir que plus on brûle des calories, au final, plus on vieillit. Parce que le système qu'a votre corps pour produire de l'énergie, c'est ce qu'on appelle de l'oxydation. Et l'oxydation est un des piliers du vieillissement cellulaire, quel qu'il soit. Donc, on s'aperçoit que excuse-moi, je vous coupe. Les animaux qui mangent le moins, eh ben, sont souvent ceux qui vivent le plus longtemps. Bon, j'allais rebondir sur le titre du site medfasting.com. Si Cédric a attiré votre attention avec ses conseils, vous pouvez creuser un petit peu en prenant contact par le biais du site. Et puis il y a une autre solution pour maigrir, c'est de faire le Vendée Globe. Hein. Charlie Dalin a perdu 5 kilos en 2 mois. Donc je ne sais pas si vous pouvez faire autant, mais... Non, on fait pas autant. Non, c'est pas le but. Plus on perd rapidement, plus on a la chance de reprendre. Donc... C'est des gens qui partent en excellente santé aussi. Aussi. Ils sont suivis. Et puis c'est des conditions un peu extrêmes. Allez, on termine cette émission par un dernier tour de table pour vos bons plans. Allez, les bons plans des invités pour VRAC, ça va plutôt se transformer en un soutien pour un lieu culturel grenoblois. Oui, absolument. Nous, on voulait parler de la Bobine. Qui est un lieu associatif de concerts, de spectacles, et qui traverse une crise financière grave, puisqu'ils sont dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce pour savoir s'il y aura redressement judiciaire ou liquidation pure et simple. Et l'équipe de salariés se bouge, et là ils ont rouvert la Bobine. Il y avait un apéro mix de soutien hier. Il y a une soirée, alors hier c'était le mardi du coup de cette semaine. Il y a une soirée slam le jeudi. Il y a un autre apéro mix mardi prochain. Voilà, donc il faut y aller. Alors les voir, c'est dans le parc Mistral à Grenoble. C'est un lieu en plus très, très sympa et très vivant et qu'on n'espère pas voir disparaître. C'est aussi un lieu mythique de la culture locale comme le Petit Bulletin. Le Petit Bulletin. À l'époque. On retombe sur nos pieds. Cédric, je ne sais pas s'il va retomber sur ses pieds parce qu'après nous avoir vanté les bienfaits du jeûne et de l'alimentation méditerranéenne, il nous emmène dans un bar de Grenoble pour consommer un peu d'alcool. Mais je vous voyais venir, donc... Donc j'ai préparé mon texte. Hein. Non, en fait, tout simplement, moi, cet été, je suis allé en Slovénie. J'ai eu la chance de voyager là-bas. Et il y avait énormément, dans tous les bars, dans tous les restaurants, vous avez un choix assez important de bières sans alcool. Et j'avais un peu une mauvaise image de bière. Et j'ai bu des bières
absolument très très bonne. Et du coup, maintenant, en revenant, je suis allé au bar Donna qui avait une bière sans alcool. Donc déjà, une bière sans alcool présente je ne demande pas d'en avoir 5 comme hier en Slovénie, mais il y avait une bière sans alcool qui était une bière allemande pour le coup et qui était vraiment très très bonne. Donc voilà, je suis persuadé qu'à dégustation, les yeux couverts comme on dit, ou les yeux fermés, vous ne voyez pas la différence et vous avez quand même un bienfait. Bon, c'est le bar Donna, c'est rue du Pont Saint-James à Grenoble, qui est aussi un bar à vin. Bar à vin, voilà. Mais bon. Bar à vin qui sont très bons et également ce qu'il y a à grignoter avec, là, les petites tapas et tout ça sont très bonnes. Allez, le dernier bon plan, c'est celui d'Alexandre, un bon plan musical pour finir. Une artiste qui s'appelle Gisèle Pape, je vous montre le vinyle, qui a joué à la bobine il y a quelques années, qui a été artiste associé à la Belle Électrique pendant plusieurs années, et là qui sort ce mois-ci son nouvel album, qui a été... Non, comme ça. Qui n'habite plus à Grenoble mais qui a longtemps habité à Grenoble, notamment elle vient de sortir un clip qui s'appelle Sur la rive, sur lesquels vous retrouvez des images avec des animaux qui ont été filmés juste sur les pentes de la Chartreuse par un Grenoblois qui s'appelle Bruno Bensa, que je salue au passage. On les voit, ces images donc, du Mont-Jalà, enfin c'est à côté du Mont-Jalà, juste au-dessus de Grenoble, où il y a une faune visiblement très, très riche, et c'est l'occasion de découvrir cet artiste qui a donc des attaches grenobloises assez importantes, puisque les images d'avant c'était effectivement à la bobine quand elle était en phase de création de cet album. Et pour retomber complètement sur les pieds d'Alexandre, ce visuel, c'est vous qui l'avez créé. Je suis scénariste de bande dessinée et graphiste. Et en tant que graphiste, je suis Gisèle depuis le début de sa carrière. Voilà, vous avez marié. Nouvel album, Disquette, qui sort ce mois-ci. Il est à l'endroit. Il est à l'endroit, là. Elle est très costaud, Gisèle, elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas, elle s'est retenue au canapé, au fauteuil. Bon, merci en tout cas à tous pour vos actualités respectives. Bonne chance à Vrac pour la suite. Et nous, on se retrouve dans 4 ans pour le prochain Vendée Globe. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.